Midi 59, l'histoire de Nordvolt. Et je vais élargir la filière batterie du Québec lancée en grande pompe il y a 1 an ou à peu près. Un peu plus d'1 an si on inclut là, la région de Bécancour avec les investissements dans les usines de batterie des gouvernements. Puis là, on le voit, là, la filière Nordvolt, en tout cas la compagnie Nordvolt, accumule les déboires depuis quelques semaines déjà. Question que je me suis posée et que j'ai transférée à notre chroniqueur. Je garde. Vincent, arrange-toi avec ça. On va-tu être bon pour récupérer notre argent? On va-tu être bon pour faire de l'argent? Parce que quand on nous a lancé ça, ça venait avec des grandes promesses de retombées économiques, de jobs payantes, d'argent qui allait revenir directement dans nos poches. Qu'en est-il? On va aller jaser avec notre chroniqueur, professeur au George Mason University et économiste senior à l'Institut économique de Montréal, Vincent Geloso, qui est là. Bonjour, Monsieur Geloso. Bonjour. Comment ça va? Toujours bien. Toujours bien. On va-tu faire de l'argent avec ça, finalement, ou... Écoute, la manière de le dire, c'est qu'il y a des horloges brisées qui ont raison 2 fois par jour. Oui. Donc, on espère encore qu'on va être sur l'une des 2 fois, mais la nature des choses me laisse croire que si ça réussit cette fois-ci, ça compensera pas pour tous les autres moments que ça a échoué. Ouais, c'est ça. Parce que l'idée de la filière batterie et de gens qui essayent de pousser pour ça, souvent avec beaucoup de subventions pour ça, c'est que c'est ce qu'on appelle la politique stratégique. Puis le but, c'est que l'État essaye de participer à l'innovation. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que l'État n'est pas capable vraiment de prédire d'où l'innovation vient. Fait qu'il se met toujours à investir quand c'est visible qu'il y a eu des progrès. Et c'est un peu comme s'il achetait quand le prix est le plus élevé. Ouais. Il y a comme une sorte de hype qui commence. Et souvent, l'État étant très réactif plus que proactif, il achète dans un hype et pas nécessairement, puis là, on parle en moyenne, il n'achète pas nécessairement des meilleures firmes. Il n'achète pas nécessairement chez les firmes innovatrices qui ont lancé la chose. Il va embarquer dans des firmes qui sont peut-être celles qui essayent d'imiter les innovateurs et on se retrouve souvent après avec des investissements qui ont des rendements très faibles, qui déçoivent, ou même des fois des rendements purement négatifs. C'est un peu comme si tu investissais au plus haut d'une bulle. Ben c'est ça, parce que si le gouvernement était au cœur là, de l'innovation ou ce que moi j'appelle leur boule de cristal avait vraiment été alignée, ça fait au moins 10-12 ans qu'ils auraient investi des batteries, là. Oui, puis écoute, parce que ma formation comme économiste, je l'ai appliquée surtout aux questions historiques. Puis tu peux remonter dans des vieilles publications gouvernementales, disons des années 50, 60, 70. Et les grandes innovations que l'État pensait qui étaient importantes, c'était toutes dans le secteur des transports. À cette époque-là, alors que quand on regarde, on fait la décomposition des sources de productivité, c'est largement venu des secteurs de l'information, donc l'intelligence artificielle dans les dernières années, mais aussi les algorithmes comme Uber, comme Airbnb, comme les courriels, l'Internet, ouais. Toutes ces choses-là, c'est tous des secteurs que l'État n'avait jamais pensé mettre dedans. Tu remontes aux années, disons, 1920, quand ils parlent d'industries naissantes qu'il faut encourager. Ils parlent des chemins de fer, pas des automobiles. L'État est toujours un peu comme la phrase de Henry Ford qui disait « Si j'avais demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient en 1910, ils m'auraient dit des chevaux qui vont plus rapidement au lieu de parler de l'automobile. » Et la raison, c'est que l'État n'a pas les incitations pour innover. Il est c'est un gars qui regarde dans le rétroviseur pour essayer de s'imaginer où est-ce que la route. Mais est-ce que c'est vraiment important pour le politique de réussir ou est-ce qu'on n'est pas dans une synergie d'être réélu puis d'être à la mode? J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça là-dedans aussi. Là. Écoute, je vais citer Jean-Claude Juncker, l'ancien commissaire européen. On sait tout qu'est-ce qui fonctionne, mais on ne sait pas comment se faire réélire si on le fait. Ouais. Donc, puis j'en ai parlé à des politiciens. Ils savent très bien que souvent, ça finit avec des flops, mais il y a l'espoir que ça soit l'une des 2 fois par jour que ça fonctionne, mais finalement, ça finit par, en moyenne,
par flopper. Mais il y a aussi des considérations politiques qui rentrent en jeu. Écoute, j'espère que cette fois-ci, il y a quelque chose qui a un revirement de situation qui fait en sorte que sur ce cas-ci, étant donné surtout la fortune qu'on met dedans, que ça fonctionne. Mais à un moment donné, des régularités empiriques sont des régularités empiriques, puis on doit composer avec. Malheureusement, il y a des très bonnes chances, et ça a l'air de s'orienter vers ça. Ça va être une grosse perte pour les consommateurs québécois. Les choses sont vraiment... On n'a pas vraiment raison d'être optimiste. Puis je veux quand même souligner quelque chose, puis je vais être un peu baveux, mais j'ai eu... Quand ça avait sorti ça pour la première fois, j'ai eu un débat avec le lobbyiste de la filière batterie au Québec, l'ancien ministre, M. Breton, qui m'avait... qui disait plein de choses absolument fantasmagoriques sur les rendements que ça allait avoir. Et déjà, on voit que les promesses qui étaient faites à l'époque pour pousser ça, déjà celles-là qui étaient les plus belles des promesses, sont déjà pas au rendez-vous. Donc, c'est absolument déprimant. Ben, absolument. Comment on fait pour... admettons qu'on y va d'un point de vue logique et cartésien et point de vue économiste. Là, on a la filière batterie qui arrive, puis là, on est tout énervé. Okay? Fitzgibbon, il se peut plus. Là, il faut qu'on soit là. Nous autres, on a de la matière première, puis nous autres, c'est hot ce qu'ils font. On va vendre un start-up, puis on va mettre de l'argent. C'est l'avenir. Puis je comprends ce que tu dis quand tu dis, le gouvernement, dans le fond, lui, il regarde dans le rétroviseur, puis il pense qu'il s'en va par en avant. Ça fait que ça marche pas. Les deux vont pas ensemble. Mais qu'est-ce que le gouvernement peut faire parce que comme c'est pas un expert en la matière, il faut quand même qu'il saisisse des opportunités. Ça, je le saisis. Mais quand est-ce que... non, il n'y a pas besoin. Non, moi non plus, je suis pas d'accord. OK, on fait rien. Il n'y a pas besoin de saisir quoi que ce soit. Gars, je te laisse aller. Replace-moi, tiens. Ce qui compte, c'est de rendre... Parce que les gens qui essayent des nouvelles technologies, on voit seulement ceux qui réussissent à la fin de la journée, mais généralement, disons, pour un innovateur, disons, dans le cloud native computing, je donne un exemple comme ça, il y a probablement un qui réussit, puis il y en a 19 qui ont échoué. Donc, il faut que tu aies une sorte de mécanisme dans lequel tu encourages la prise de risque. Bien, pour ça, ce que l'État peut faire, c'est assurer que les droits de propriété sont bien protégés. Donc, si quelqu'un, par exemple, emprunte à une institution financière pour essayer, en cas de faillite, il peut y avoir un recours aux lois sur la faillite, aux lois sur la banqueroute qu'on puisse poursuivre. Que si la personne réussit à faire réussir, que ses profits soient sécurisés, donc que l'État ne peut pas déposséder la personne, exproprier comme ça en prenant la technologie, en disant « mais maintenant, je prends ton brevet et je me l'approprie ». C'est pas vraiment le cas au Québec, mais il peut le faire indirectement avec de la taxation trop élevée. Ouais. Et dans un cas comme ça, ce qui se passe, c'est que la personne se met à dire « je vais faire moins d'innovation, je suis pas aussi intéressé d'essayer des choses risquées ». Et ce qu'on voit généralement, c'est un des effets qu'il y a de la taxation très élevée, surtout la taxation sur le capital et les gains en capital, c'est que tu as un découragement de certains types d'activités économiques qui sont plus à risque. Donc, et quand on dit plus à risque, c'est généralement dans la recherche et le développement où tu en as 19 sur 20 projets qui ne réussissent pas, mais 1 sur 20 qui réussit tellement bien que c'est lui qui détermine la croissance économique 3, 4, 5, 10 ans plus tard. Mais l'État n'est pas capable de les voir, ceux-là, mais il peut bien leur mettre dans le chemin. C'est probablement une meilleure politique d'innovation, c'est d'assurer les droits de propriété bien protégés et de ne pas taxer le capital trop, de ne pas taxer le profit trop. Faire un nid confortable au développement. Mais je suis d'accord avec votre nid confortable. L'affaire, là, je me fais l'avocat du diable, OK? L'affaire, c'est que là, tu te dis, OK, on va marcher sur ces principes-là qui sont très, très, très logiques, OK? Mais là, tu te dis, mais l'autre à côté fonctionne pas. C'est ce qu'on entend tout le temps. On se fait tout le temps dire, mais si on le donne pas, il y a un autre État qui va le donner. Fait comment on fait pour jouer avec ces cartes-là en se disant, l'autre à côté, là, lui, il marche pas de même du tout. Là. Lui, mais il est prêt à déplier. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai toujours trouvé ça drôle comme argument parce que, par définition, si toutes les autres subventionnent, c'est le meilleur argument pour que nous, on ne subventionne absolument rien. Ouais. Parce que si les Américains veulent financer en appauvrissant leurs contribuables, parce que c'est ça qu'ils font. Le contribuable va devoir payer plus d'impôts, les entrepreneurs vont devoir payer plus d'impôts, il va y avoir des découragements qui sont faits, mais disons que la technologie, il y en a une qui réussit. Mais nous autres, on va pouvoir en bénéficier, mais nos contribuables n'auront pas été appauvris, nos entrepreneurs n'auront pas été appauvris. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire du resquillage, du free riding sur
l'effort des contribuables américains. L'affaire, par exemple, je t'interromps juste une seconde, Vincent, c'est que nous, ici, le taux... Oups, es-tu là? Oui, je suis là. OK. Ici, le taux d'impôt et le taux de taxation est tellement élevé que de facto, on s'élimine de cette game-là parce qu'on ne pourra pas profiter tant que ça parce qu'ils ne viendront pas plus s'installer ici pour nos bons soins fiscaux, là. Exactement. Et écoute, si au Québec, tu éliminais toutes les agences de développement économique, donc l'ancien ministère de Pierre Fitzgibbon, celui de maintenant de Mme Fréchette, tu éliminais Investissement Québec, tu éliminais toutes les agences de développement économique. Là, on ne touche pas à l'État-providence. On ne touche pas aux affaires de l'aide aux démunis, de l'assistance sociale, du système de santé. On ne touche à rien de tout ça. Si tu élimines tout ça, tu peux éliminer aussi complètement l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Donc, tu pourrais avoir 0 impôt sur les entreprises et si tu éliminais complètement ces subventions-là. On collecte à peu près autant de revenus qu'on donne en subvention, d'une certaine manière. Donc, on fait juste travailler des fonctionnaires, c'est ça? Exactement, pour faire... il y a une perte qui est faite via ça. Ça serait mieux de dire, OK, on va arrêter d'essayer de choisir les gagnants. On va juste mettre un terrain ouvert pour l'investissement, pour l'entrepreneuriat, et laissons les gens essayer. Et si d'autres pays veulent, eux, se taxer et se rendre moins attrayants pour les investissements, laissons-les faire. Laissons-les faire. C'est leur problème, pas le nôtre. Parce qu'on me dit aussi que des États, puis je prends l'exemple le plus flagrant, des États comme le Delaware, ils donnent pas souvent d'argent, puis les compagnies vont tout seuls. Oui, mais j'ai un exemple encore meilleur que ça, l'Irlande. L'Irlande est probablement un meilleur comparatif avec nous parce qu'au cours des années, l'Irlande était le pays pauvre de l'Europe pendant très longtemps, de beaucoup. Ils n'ont pas mal de maisons mères. Exactement, mais dans les années 80, l'Irlande a commencé des réformes vraiment radicales qui ont dit, OK, nous, on va baisser nos impôts sur les entreprises, on va créer un environnement fiscalement hyper compétitif. Et tu as eu un influx incroyable d'investissements en Irlande, de compagnies qui sont venues s'établir. Et l'Irlande, même si tu enlèves, disons, tu essaies de faire des corrections pour quel revenu va vraiment aux Irlandais, les Irlandais ont quand même, après que tu aies fait ces corrections-là, ont quand même la croissance économique la deuxième plus rapide d'Europe depuis 1980. Puis quand je dis deuxième plus rapide, c'est que tu compares, disons, avec des pays qui venaient juste de sortir de l'URSS, qui partaient de loin. Donc, tu te retrouves que il y a une recette à succès et l'Irlande est un excellent exemple de cette recette à succès-là qui ressemble énormément au Québec, en fait, de plusieurs manières. Une société avec un passé très similaire, avec un make-up religieux et culturel qui se ressemble et qui était aussi parmi les le pauvre parmi les riches. Donc, il n'y a rien qui nous empêche d'imiter l'Irlande. Mettons, je te lance. Mettons là, que moi, j'en suis conscient. Tu sais, des fois, il faut être conscient de ses forces et ses faiblesses. Là. Moi, l'espoir est très mince. Tu sais, j'ai un petit filet de lumière qui passe dans le rideau, là, mais il n'y a pas grand-chose. Est-ce que tu penses que, exemple, je sais pas, la nouvelle ministre de l'Économie, Christine Fréchette, écoute le segment, puis qu'elle est frappée de révélation? Elle se dit, oh my God. Elle devrait démissionner et aller au chômage. Elle devrait démissionner et aller au chômage. OK. Parce que, mettons qu'elle décide, qu'elle dit « Hey, je vais appliquer ça, c'est une bonne idée qu'il y a eu, Geloso. » Est-ce que tu penses que c'est possible dans notre modèle de virer le bateau dans le milieu du fleuve? Écoute, c'est de la politique, je le sais pas, franchement. On a vu des cas dans lesquels, des fois, des pays ont fait des libéralisations par eux-mêmes, ont ouvert. Et ça vient qu'une crise, là. Oui, mais sans qu'il y ait de crise, là, qu'ils l'ont fait vraiment pour des raisons de motivation. C'est difficile d'expliquer pourquoi il y a des changements. On s'explique mieux pourquoi les États en font davantage que pourquoi des fois ils décident de revenir en arrière et d'en faire moins. Mais par contre, le cas pour en faire moins, il est très fort. On a des exemples dans les cas des pays qui ont fait des réformes, puis on peut le dire de manière causale, donc il y a un effet clair, visible, que c'est une cause à effet, que ces réformes-là ont augmenté la vitesse de croissance économique, ont augmenté le développement et ont augmenté l'adoption de nouvelles technologies, le capital de risque, l'entrepreneuriat. C'est des choses qu'on devrait vouloir encourager. Maintenant, je maintiens que éliminer le ministère, créer un chômage via un ministre sans emploi, c'est probablement le meilleur type de chômage qu'on pourrait observer au Québec parce que ce ministère-là, en fait, c'est probablement un drag
sur la performance économique de la province. Tous les ministres de l'industrie honnêtes ont nuit plus qu'ils ont aidé. Oh ouais. Ça fait plein de sens, tout ce que tu dis. C'est trop logique, mais par contre, la seule affaire que je vois qui fonctionne pas, c'est que tu peux pas. Ça vient pas avec une coupure de ruban puis des photos officielles en se tapant sa bédaine. C'est juste ça l'histoire. C'est ça qui marche pas dans l'équation. Je comprends le calcul politique, mais il faut quand même souligner que c'est le premier qui le fait, qui arrête de le faire, qui est vraiment le grand perdant. Ouais. Mais généralement, les gouvernements, puis je vais faire une analogie avec la littérature empirique sur ce qu'on appelle l'austérité, qui n'a jamais eu lieu au Québec malgré beaucoup de hype politique, mais que les gouvernements, en fait, qui ont fait des réformes d'austérité en coupant les dépenses, ont eu plus de chances de se faire réélire que les gouvernements qui ont continué les déficits. Donc, souvent, en fait, dans l'ensemble, dans le très long terme, c'est plus bénéfique de faire les réformes. C'est juste que le premier qui le fait, il rush beaucoup plus pour 1 ou 2 ans. Puis les réformes fonctionnent encore mieux s'il le fait, disons, à 2 ou 3 ans d'une élection qu'à 1 ou 6 mois d'une élection. Donc, c'est une question de timing. Mais c'est pas impossible, puis c'est pas vrai que il y a aucun bénéfice. C'est juste que c'est un cycle vicieux. Il faut que tu casses le premier lien, le premier maillon de la chaîne, puis là, après ça, t'es libéré. Vincent, en espérant que l'univers politique t'entende, ça fait plein de bon sens que tu viens de nous dire là. Merci beaucoup pour ta contribution. On se parle la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Salut. Yes.